Hey salut et bienvenue à mon boulot. Un jour je vous montrerai ce qu'on fait ici parce que c'est cool, mais aujourd'hui on va parler spécifiquement de l'imprimante 3D Bambu Lab X1 Carbone. Dans ma tête je suis toujours en train de faire des vidéos, j'ai toujours l'impression que je suis en train de vous parler, sauf que récemment j'ai vu que ça fait plusieurs mois que j'ai pas sorti de vidéo, c'est pas très bon. Et là ça fait quelques semaines que je me dis que cette machine est due pour un entretien, alors pourquoi ne pas le faire avec vous en vidéo? Donc aujourd'hui je vais faire un entretien de base de cette machine, c'est un entretien que je fais assez régulièrement. Puis en même temps à travers ça je vais vous donner quelques trucs et astuces, puis je vais vous partager aussi mon opinion sur cette machine maintenant que ça fait environ un an que je l'utilise dans un contexte industriel. Alors ça se voit par la poussière, cette machine, je l'utilise dans un endroit qui n'est pas idéal pour une imprimante 3D. Cette imprimante, présentement, elle habite dans un petit meuble à côté de la CNC, donc elle est exposée à beaucoup de poussière. Et cet endroit est temporaire, sauf que ça fait plusieurs mois que c'est temporaire et ça risque d'être temporaire encore pendant un instant. Donc bien sûr, je vous déconseille d'utiliser une imprimante 3D dans un endroit aussi poussiéreux, mais le fait qu'elle fonctionne encore très bien, tout simplement avec un entretien régulier, c'est la preuve que ces machines-là sont capables d'en prendre quand même. Mais c'est certain que l'idéal, c'est d'utiliser ces machines-là dans un endroit sans poussière. La machine est présentement débranchée. J'ai retiré la vitre qui va sur le dessus. J'ai aussi retiré l'AMS qui contient et qui gère les différents filaments. Et premièrement, on va retirer un peu de poussière. Là, je vais y aller avec de l'air comprimé, avec un compresseur. Ça peut contenir de l'humidité, ça peut contenir des impuretés. Donc, je vais y aller doucement. Quand on enlève la poussière dans les ventilateurs, c'est important de les tenir en place parce qu'avec l'air comprimé, on peut les faire tourner trop rapidement puis ça peut les endommager. Et l'autre désavantage d'un compresseur, c'est le bruit. Je viens de me rendre compte que mon enregistreur audio a manqué de batterie, donc j'en ai mis des neuves. Donc j'ai retiré la poussière là, au niveau de toute la tête d'impression. Au niveau de la tête d'impression, il y a aussi un petit ventilateur juste là qui souffle sur le radiateur de la tête de chauffe. Donc j'ai mis un petit peu d'air là-dedans aussi. Donc ça c'est la partie assez critique et fragile. Donc là je vais dépoussiérer le reste. Pendant qu'on est là, on va tout de suite regarder notre filtre au charbon. Et voilà. Donc le petit filtre, il aide avec les odeurs et potentiellement aussi pour les vapeurs nocives qui sortent de l'ABS, entre autres. Là, ici, pour l'instant, je vais juste essayer de le dépoussiérer un peu. Et waouh, OK, effectivement, il y avait de la poussière là-dedans. Des filtres au charbon, c'est à changer régulièrement. Moi ici, puisque c'est un espace qui est assez grand, pour l'instant, je ne vais pas m'inquiéter avec ça parce qu'au niveau des odeurs, ça ne changera certainement rien. Mais si vous travaillez dans un espace qui est plus petit, c'est important de vérifier les filtres au charbon régulièrement. Pour l'AMS, puisque c'est toujours fermé, il y avait très peu de poussière dedans, mais je vais en profiter pour retirer mes sachets de déshydrateur. Ce ne sont pas les originaux, je les ai déjà changés. J'en ai mis qui changent de couleur lorsqu'ils sont saturés. Et en les faisant chauffer, on peut les restaurer à neuf. Et lorsque je les regarde vis-à-vis d'une lumière, je vois qu'effectivement, ça a changé de couleur un petit peu. Donc, ils vont être dus pour être déshydratés. C'est pourquoi j'ai apporté mon déshydrateur de filament. Alors, le déshydrateur à filament, aujourd'hui, je vais surtout l'utiliser pour mes absorbeurs d'humidité et aussi pour cette bobine qui est du ASA. Elle touche à sa fin, mais le ASA, je ne le consomme pas extrêmement rapidement. Puis, je trouve qu'il est plus sensible à l'absorption d'humidité. Ces deux bobines-là ici sont probablement OK. Ça, c'est du PETG. Je consomme ces bobines beaucoup plus rapidement. Puis je trouve qu'elles sont moins sensibles à l'absorption d'humidité. Donc, puisque mon déshydrateur a de la place pour deux filaments, eh bien, je vais y mettre mes deux bobines les plus vieilles. En plus de ça, alors, une bobine en bas. Ensuite, je mets le deuxième étage. Une bobine en haut. Et je vais mettre mes sachets juste ici. Vous voyez, le grillage, il est troué, donc ça va bien déshydrater. L'imprimante a un mode déshydratation. C'est super intéressant, c'est super pratique. En fait, c'est très simple. Ça va faire chauffer le plateau à une température cible. On met la bobine dessus, on l'oublie pendant quelques heures, puis normalement, ça devrait avoir restauré l'état de la bobine. Par contre, je trouve que le déshydrateur, il fonctionne quand même mieux parce que c'est pas juste de la chaleur, c'est aussi la circulation d'air qui se fait dans ces machines-là, qui pousse constamment de l'air chaud, qui le fait circuler et qui l'évacue par les trous tout en haut. Donc, on choisit une température, on met à on, puis on l'oublie pendant quelques heures. Là, je vais juste passer un chiffon humide super rapidement pour retirer la poussière que l'air comprimé n'a pas pu retirer. Puis ensuite, on passe à l'entretien réel de la machine.
elle est beaucoup plus propre qu'elle était. Sur le site de Bamboo Lab, il y a un article justement à propos de l'entretien. Donc, on va passer à travers tout ça. On va y aller étape par étape, puis ça devrait nous faire un bel entretien de base. En vidéo, tout prend plus de temps, tout est plus long. Réellement, faire cet entretien-là, 15 minutes normalement, c'est réglé à peu près. On va commencer par nettoyer les tiges de carbone. Donc, par exemple, ici, sur mon axe des X, de temps en temps, il faut les nettoyer pour s'assurer qu'on ait un bon roulement sur notre axe. Puis, il faut aussi nettoyer idéalement nos rails linéaires qui sont en métal ici. Et l'imprimante va nous avertir lorsque c'est temps de faire cet entretien-là. Donc ça, c'est pratique. C'est super facile à faire. Tout ce que ça prend, c'est de l'alcool isopropylique. Donc, le plus près de 100% possible. On va emmener la tête d'un côté et ensuite, on va venir tout simplement nettoyer nos tiges comme ça. C'est pas plus compliqué que ça. Et voilà. Donc, ça, c'est nettoyé. Ensuite, pour ce qui est en métal, donc l'axe des Y et aussi pour l'axe des Z, vous voyez juste à gauche de ma tige filetée. Ça va être le même principe. On va nettoyer avec de l'alcool isopropylique et un chiffon propre et qui ne fait pas de poussière. Mais aussi, c'est conseillé de mettre une huile anti-rouille. Donc, moi, malheureusement, je ne pense pas avoir ce qu'il faut ici. Donc, il va falloir que je regarde ça, mais je vous le mentionne. Donc, ce n'est pas nécessaire, par contre, de mettre une huile lubrifiante là-dessus parce que les roulements à billes, ils sont lubrifiés à vie, en fait. Donc, on n'a pas besoin de lubrifier ça. Mais c'est mentionné dans le guide que si jamais il y a un besoin de lubrification, même si on n'est pas censé en avoir besoin, on peut lubrifier un petit peu notre tige, puis ensuite faire bouger notre axe un petit peu, puis ça devrait remettre de la lubrification là où on en a besoin. Mais encore une fois, c'est pas censé être nécessaire de faire cette étape-là. Maintenant, on va nettoyer les tiges filetées, puis ensuite, on va les regraisser. Il y en a deux à l'avant, une tout à l'arrière. À la base, c'est de la graisse qui est blanche, mais vous voyez qu'avec l'utilisation, elle devient un petit peu plus grise. Alors, pour s'assurer que le mouvement soit fluide, pour s'assurer qu'on n'endommage pas de composantes, c'est bien de nettoyer ça et de regraisser ça régulièrement. Encore une fois, ça, je pense que l'imprimante nous envoie un avertissement lorsque c'est dû. Encore une fois, idéalement, un chiffon qui ne va pas ajouter de la poussière. Hein. Si on essaie de nettoyer, mais qu'on ajoute de la poussière, c'est pas super bon. Alors, j'ai dit que je vous parlerai un petit peu aussi de mon opinion sur cette machine-là pendant que je fais l'entretien. Généralement, c'est un tank. Honnêtement, c'est assez fiable. C'est polyvalent. C'est important quand on achète une imprimante 3D, surtout dans un milieu industriel où est-ce que, c'est pas juste pour le plaisir, hein, c'est assez important. On dépend de cette machine-là. Il faut qu'elle fonctionne bien à tout coup. Il faut que le taux d'échec soit le plus bas possible. Il faut que ce soit le moins d'entretien possible. Donc là, ce que je fais en ce moment, comme je vous expliquais, normalement, c'est une quinzaine de minutes que ça prend lorsque je suis pas en train de le filmer. Donc une fois par mois, quelque chose comme ça. C'est quand même pas si mal. Il faut que ça imprime bien à chaque fois. Il faut que ça imprime rapidement le plus possible. Et cette machine-là, généralement, elle fonctionne très bien pour ça. Alors, quand on l'a acheté, j'ai pas fait de review dessus parce que quand on l'a eu, en fait, ça faisait déjà un petit moment qu'elle était sortie. Les reviews étaient déjà sortis. Tout le monde savait déjà qu'est-ce qu'elle pouvait faire. J'avais pas vraiment quoi que ce soit de plus à ajouter versus qu'est-ce qu'il y avait déjà. Mais là, aujourd'hui, faire un entretien puis vous donner mon opinion plus long terme, je pense que c'est quand même valide. Ce qui peut être frustrant parfois, par contre, c'est que même s'il n'y a pas souvent des problèmes, lorsqu'il y a un problème, puisque c'est une machine qui est plus complexe que juste les imprimantes 3D que j'étais habitué de tester avant, ça peut être plus compliqué parfois de diagnostiquer certaines choses. Heureusement, comme je vous dis, habituellement, il n'y en a pas de problème. Ça arrive très peu souvent que j'ai des blocages au niveau du filament, même si, comme je vous expliquais, je suis dans un milieu qui est super poussiéreux, donc elle fonctionne super bien malgré tout. Mais quand il y en a un blocage, là, je regarde ça, puis ouais, c'est un petit peu plus complexe quand même. On peut pas juste tirer sur le filament parce que là, ça passe par bien de la tuyauterie pour ensuite aller dans le système avec, voilà, tout ça. Mais heureusement, sur le site de Bamboo Lab, ils expliquent assez bien comment corriger la plupart des problèmes. Alors, les quelques fois que j'ai eu des problèmes, j'ai pu les régler assez facilement. Mais c'est certain que plus la machine est complexe, plus elle va être compliquée à réparer s'il y a un problème. Mais pour celle-là, dans mon expérience, c'est
assez fiable. Surtout pour le prix en plus. Il y a des imprimantes plus chères que celles-là qui sont moins avancées que celles-là, qui sont moins fiables, moins rapides. Puis il y a beaucoup d'imprimantes qui essaient maintenant de copier celle-là, puis ça fonctionne pas toujours bien. Il y en a qui l'exécutent mieux que d'autres, mais ça fonctionne pas toujours bien. OK, on va rajouter de la graisse là-dessus. Il y a de la graisse qui vient avec l'imprimante lorsqu'on l'achète, un petit échantillon. Moi, je l'ai déjà utilisé. Je vais vous afficher à l'écran qu'est-ce qu'il faut acheter si jamais vous n'en avez plus. Moi, j'en ai, mais sous un autre format, bien qu'il m'en reste pas beaucoup. Donc, ce que je vais faire, je vais en mettre près de l'axe ici. Donc, je vais en mettre un petit peu en dessous, je vais en mettre un petit peu au-dessus sur tous les axes, puis ensuite, on va faire bouger l'axe et on va enlever l'excédent. Donc, voilà. C'est pas plus compliqué que ça, hein. C'est pas censé être compliqué non plus. Donc, voilà, j'en mets un petit peu ici, j'en mets un petit peu là. C'est pas nécessaire d'en mettre trop non plus, bien sûr, parce que si on en met trop, ben, on n'a que de l'excédent. Un truc qui est dommage, par contre, avec cette imprimante, c'est la dimension du plateau. C'est quand même assez polyvalent, mais personnellement, j'aurais aimé ça, une 300 par 300 mm environ. Ça aurait fait une bien belle différence. Puis, en tout cas, pour nous ici, ça aurait été assez pratique, je pense. Parce que des fois, je remplis le plateau avec les pièces qu'on fait. OK, j'ai mis de la graisse partout, donc je vais faire bouger la machine. Je vais lui faire un home. OK, là, elle est tout en haut, mais j'en profite pour vous parler de justement quelque chose que je trouve qui est un désavantage de cette machine. Vous voyez là, il y a un petit morceau de plastique qui reste en dessous, n'est-ce pas? Et cette imprimante-là, elle utilise le bout de la buse pour faire son home, puis aussi pour aller mesurer le plateau pour faire la calibration automatique de l'axe des Z. Mais parfois, il y a un petit morceau de plastique comme ça qui se nettoie mal. Et ça fait en sorte que ben là, le home, il est erroné. Et la calibration pourrait être erronée aussi. Donc même s'il y a plein d'intelligence artificielle qui détecte quand la machine fait un gros spaghetti ou s'il y a un blocage ou des choses comme ça, ce problème-là, du petit bout de plastique qui ruine le début de l'impression, c'est probablement ce qui cause le plus d'échecs quand je lance des impressions 3D. Je pense que ça aurait été bon que ce soit un capteur séparé de la buse, justement à cause de ça. Et d'ailleurs, le LiDAR, normalement, on ne peut pas l'utiliser sur la surface que j'utilise présentement. Donc ça, c'est la surface en PEI texturée. Puis la raison pour laquelle j'utilise ça, eh bien, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, j'imprime surtout en PETG, puis j'imprime aussi en ASA, qui a les mêmes propriétés que l'ABS. Donc je peux imprimer sur cette surface sans mettre de colle en bâton ou quoi que ce soit. Le plastique colle super facilement, puis se décolle super facilement aussi lorsque la plaque se refroidit. Par contre, c'est pas conseillé d'utiliser le LiDAR sur cette surface-là. Donc moi, je l'ai désactivé. Ça fait en sorte que ça désactive quelques fonctionnalités intelligentes de l'imprimante. Mais pour moi, utiliser cette surface-là, c'est plus avantageux que de faire les genres de calibration que l'imprimante fait au début, puis qu'ensuite qu'elle va scanner. Pour ce que je fabrique, faire les calibrations à chaque fois, ça change rien. La qualité est toujours assez bonne. Donc pour moi, désactiver le LiDAR, c'est pas super grave. Par contre, on voit que cette surface commence à s'endommager, mais c'est recto verso, donc j'ai encore une surface qui est parfaite de l'autre côté. Ce qui est le plus facile, j'ai trouvé pour nettoyer ça, c'est tout simplement de l'eau chaude et du savon. Et c'est ce qui est conseillé sur le site de Bamboo Lab. Alcool à friction, ça fonctionne pas super bien, je trouve. Parfois, le plastique a de la difficulté à coller après. Eau savonneuse, ça marche parfaitement à chaque fois. Donc moi, cette surface-là, je l'aime bien. Bon, là, je vais faire descendre mon axe des Z tout en bas parce qu'on était bien sûr en train de graisser nos tiges filetées, donc je vais le faire descendre, je vais le faire monter. Je vais faire ça plusieurs fois, puis ensuite je vais retirer l'excédent de graisse et on va pouvoir passer à autre chose. Si vous utilisez le LiDAR, vous pouvez retirer ça ici. Juste en bas, il y a une petite caméra juste là, donc on nettoie ça ici. Ah oui, là, il y a quelque chose d'autre que je veux regarder, c'est le couteau qui est juste ici. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, cette imprimante-là, lorsqu'elle va faire une rétraction de filament, elle va aller se déplacer et elle va aller tout à gauche. Ça va venir appuyer sur le petit levier qui est juste ici, puis ça active un couteau qui va couper le filament à un endroit bien net. Donc, il n'y a aucun moment où est-ce que cette imprimante va faire une rétraction avec un bout de filament semi-fondu. Ça va toujours être coupé net, mais le couteau, il finit par s'user. Donc, on retire la tête ici. Et là, ça prend une toute petite Allen key. Et là, le mode d'emploi, il dit d'appuyer et de dévisser la petite vis qui est là. Maintenant, j'ouvre ça. Le couteau, il est juste ici. Donc, je peux le prendre comme ça. Et selon moi, il est encore bien beau. Il n'a pas l'air d'être endommagé vraiment. Je vais garder le même encore, je vais le remettre en place. C'est vraiment un beau petit système ingénieux tout ça. Et voilà, c'est remis en place.
Bon, ensuite, ça parle d'inspecter le petit protecteur en caoutchouc ici. Il a l'air encore très beau sur celle-ci. Et c'est un bon moment aussi pour regarder l'état de la buse. Visuellement, à part le fait qu'elle est très sale, elle a l'air d'être en bon état. Donc ça, c'est une 0.6 mm. Puis c'est du hardened steel. Donc pour l'instant, ça a l'air bon. Je ne vais pas la changer. Cela dit, leur système ici, c'est super bien conçu aussi. C'est super facile de changer. La buse ou tout simplement la tête de chauffe au complet, c'est tout petit. On enlève 2 vis, on débranche quelques fils, puis on peut faire un changement de buse super rapidement. Ça coûte pas super cher non plus les remplacer. Puis ça fait partie de ce qui me fascine avec cette imprimante, c'est qu'elle est tellement avancée, mais le prix est quand même pas mal. Puis les accessoires, puis les pièces de remplacement sont aussi à des prix raisonnables. Je vais regarder rapido la tension des poulies. Donc je vais juste appuyer un peu partout. Ça m'a l'air quand même pas mal. Mais là, je vous montre donc l'arrière de l'imprimante et ici, on a des ajustements pour les poulies. Puis, c'est conseillé de mettre un petit peu d'huile sous la poulie et au-dessus aussi pour éviter les frottements avec le plastique. Mais il faut faire attention de ne pas en mettre sur la courroie. Malheureusement, je n'ai pas ce type d'huile présentement. Et de toute façon, il n'y a pas de bruit de frottement ou quoi que ce soit. Donc, d'après moi, ça va. Mais je tenais à le mentionner. Et sous l'imprimante, là aussi, on a une courroie avec système de poulies et tout. Puis on a des ajustements qui sont possibles là aussi. Puis moi, dans mon cas, tout va bien ici aussi, donc je ne touche à rien. Il y a une petite caméra dans cette imprimante, elle est juste là. Donc ça aussi, on peut nettoyer ça. Et voilà. Et la dernière chose qu'on va regarder, c'est le petit balai ici. Avant chaque impression, puis quand on fait des changements de filament, l'imprimante, elle va venir nettoyer la buse sur ce petit balai. C'est aussi à cet endroit qu'elle purge le filament lorsqu'on fait un changement de filament. Puis aussi, elle va venir cogner sur ce truc-là ici. Puis ça, parfois, ça mène un genre de vacarme comme ça. Ça me fait faire une crise cardiaque à chaque fois. Mais ce petit balai peut s'endommager. Et lorsque c'est le cas, ça nettoie moins la buse. Celui-ci a encore l'air d'être en assez bon état, même si je le fais tourner. Ça a l'air d'être encore bon. Donc, je ne crois pas avoir besoin de le changer, mais il y en a quelques-uns qui viennent avec l'imprimante. Et là, voilà, vous voyez un peu la chute à filament, ça ressemble à quoi? Donc, ce serait ça, l'entretien de base en fait. Nettoyer les tiges, nettoyer et graisser les tiges filetées. Pour nettoyer la buse, une petite brosse en laiton, ça peut être bien. Nettoyer la surface d'impression, bien sûr, c'est important aussi. Comme je vous disais, personnellement, eau savonneuse, je trouve que ça fonctionne super bien. Si c'est un milieu poussiéreux, retirez la poussière. Regardez le petit couteau, regardez le petit balai à l'arrière. C'est rien de super sorcier, mais c'est des choses que, si on les fait régulièrement, ça va prolonger la durée de vie des pièces, puis ça va aussi nous aider à avoir une meilleure expérience avec l'imprimante. Les impressions vont être de meilleure qualité. Donc, je vais remettre la vitre du dessus. Je vais remettre l'AMS qui gère tous nos filaments. Puis, pendant qu'on est là, parlons de l'AMS, puis justement, le fait que cette imprimante, on peut lui mettre plusieurs bobines. Donc, je vous montre, mais on peut mettre donc 4 bobines en même temps. Puis, on peut avoir plusieurs AMS, puis les brancher ensemble. Donc, l'imprimante peut avoir plein de bobines. Donc, pour faire des impressions multifilaments, c'est hyper pratique. Puis, il y a plusieurs façons que ça peut être utile. Donc, moi, dans mon cas, j'aime bien avoir 2 bobines de PETG ici parce que le PETG, c'est ce que j'utilise le plus. Donc, j'ai une bobine en utilisation. Lorsque cette bobine est terminée, automatiquement, la machine va passer à l'autre. Donc, je manque jamais de filament. Puis, lorsque je suis rendu à celle-là, je peux retirer celle-là, remplir, je remets une nouvelle bobine. Et voilà, ça va switcher de un à l'autre. Puis ensuite, c'est le même principe. Je me garde un endroit pour le ASA. Donc, les 2 plastiques que j'utilise, j'en manquerai jamais dans mes impressions, puisque je vais toujours avoir 2 bobines. Le ASA, puisque dans mon expérience, il absorbe l'humidité plus rapidement et aussi parce que j'en utilise moins, j'attends que la bobine se consomme presque jusqu'à la fin. Donc, ça, je considère que c'est presque la fin. Donc, à ce moment-là, j'ajouterai une nouvelle bobine. Je ne mets pas 2 bobines neuves ensemble parce que, avec le temps, je trouve que le plastique vieillit trop vite. PETG, j'ai pas ce problème-là. Et le fait que ce soit une chambre relativement hermétique et avec des absorbeurs d'humidité, ça aide beaucoup, mais particulièrement en été, lorsque le climat est chaud et humide, ça paraît beaucoup. En hiver, c'est moins pire. Donc pour ça, pour mon utilisation à moi, c'est hyper pratique. Par contre, même si ça nous permet d'avoir plusieurs filaments, donc ça pourrait être plusieurs filaments du même type, mais de plusieurs couleurs pour faire des impressions
multicolore, puisque à chaque fois qu'on met un filament et qu'on l'enlève et qu'on en remet un autre, il y a quand même long de tuyaux à faire. Les changements de couleur sont assez longs. Ils se font généralement très bien, puisque la buse vient se nettoyer sur le balai entre chaque fois. Puis vu que ça coupe le filament lorsqu'on change de filament, il y a très peu de risque de blocage, il y a très peu de risque de bavure, donc ça fonctionne super bien, mais c'est pas rapide. Pour quelqu'un qui utilise vraiment juste 2 couleurs, ce qui est le plus rapide, c'est d'avoir une imprimante qui a 2 buses, parce que les 2 buses ont déjà le plastique qui est chargé dans les deux, il est juste légèrement reculé pour pas couler, alors que là, c'est un plastique à la fois. Hein. Donc, on charge le plastique, ensuite, on fait une petite manœuvre de décharge, puis on rentre l'autre. Donc, si chaque couche utilise plusieurs couleurs ou plusieurs types de filaments, donc par exemple, un filament pour le support et un filament pour la construction en tant que telle de notre objet, ça va énormément augmenter le temps d'impression. Mais je dois dire que ça fonctionne très bien au moins parce que l'entièreté du système est bien conçue. Et là, je viens de penser à un autre truc en lien avec ce système, c'est que lorsqu'on est en train de consommer du filament, le filament se fait tirer tout simplement par le petit système d'engrenage qui est là-dedans, puis ensuite jusque dans la buse. Puis ensuite, près de la buse aussi, il y a d'autres engrenages qui sont là. Donc, c'est un mélange entre un extrudeur Bowden et direct, en fait. Il y a vraiment comme 2 systèmes d'engrenage, un qui est loin puis un qui est près de la sortie. Mais, comme je vous expliquais, il y a long de tuyaux. Donc, lorsqu'on veut retirer le filament de la machine, par exemple, pour passer à un autre filament, il va falloir faire tourner la bobine plusieurs tours pour que le plastique retourne dessus. Et ça se fait avec ces petits rouleaux-là ici qui sont motorisés. Et ça se comporte très mal avec des bobines en carton. Donc, idéalement, achetez des bobines plastiques ou sinon, faites comme moi. Mes bobines sont en carton, mais je brise le carton et je mets ça sur une bobine réutilisable. Donc ça, c'est 2 bobines qui venaient avec des échantillons de plastique avec l'imprimante. Mais aussi, il y a des fichiers qui viennent avec l'imprimante pour imprimer nos propres bobines. Donc ça, c'en est une ici. Donc moi, j'achète mon plastique selon les spécifications du plastique. Je porte pas trop attention à la bobine. Si c'est une bobine plastique, tant mieux, ça va fonctionner d'un coup. Si c'est une bobine en carton, je démonte la bobine, puis je glisse ça sur une bobine réutilisable. Mais c'est à noter, hein, le carton là-dedans, ça fonctionne pas très bien. Je tenais à le mentionner. Aussi, si on veut imprimer des filaments flexibles comme du TPU, c'est pas conseillé de mettre ça là-dedans. Il y a trop long de tuyaux. Donc, à l'arrière de la machine, il y a un petit support pour mettre une bobine toute seule. Puis tout ce qu'on a à faire, c'est on débranche le tube PTFE. Au lieu de juste vous l'expliquer, je pense que je vais vous le montrer. Donc je disais, à l'arrière de la machine, il y a un tube PTFE où est-ce que, vous voyez, le filament, il passe là. Il y a un petit système de ressort ici. Puis ensuite, ça s'en va dans la machine. Et bien, tout ce qu'on a à faire, c'est appuyer ici. Je débranche ce bout-là, et disons que ça, c'est du filament flexible, je peux venir l'installer juste ici à l'arrière de la machine et je peux mettre mon filament moi-même directement dans la machine. Et comme ça, il y a beaucoup moins long de tuyaux et ça fonctionne super bien avec les filaments flexibles aussi. J'en ai imprimé quand même pas mal, puis ça fonctionne super bien. Par contre, sur la surface en PEI texturée, là, mon plateau d'impression, ça colle presque trop, j'ai envie de dire. Donc mes premières couches, je pense que je pourrais les faire un petit peu plus haut qu'à l'habitude et ça ferait en sorte que je pourrais décoller mon plastique plus facilement lorsque l'impression est terminée. Donc, je pense que c'est quelque chose que je vais faire dans le futur. Parce que ce que j'imprime en flexible, c'est vraiment des tout petits morceaux, puis c'est assez difficile à retirer, puisque c'est petit, justement. Donc, c'est des choses à savoir, mais reste que cette machine-là fait tout ce que j'ai besoin qu'elle fasse. Donc voilà, ça c'est un entretien que je fais régulièrement. Ça prend pas beaucoup de temps. Ce que je fais plus régulièrement encore, par contre, c'est juste surveiller, observer, prévenir les problèmes. Et comme je vous expliquais, je l'utilise dans un endroit qui est très poussiéreux, c'est pas du tout idéal. Puis elle tient quand même vraiment bien le coup, mais c'est bien sûr sur ma liste des projets de lui offrir un endroit qui est plus propre. Elle le mérite quand même. Alors si vous possédez cette machine, je suis curieux de savoir ce que vous faites avec. Je suis curieux de savoir aussi ce que vous en pensez. Pour nous ici, c'est vraiment une machine de guerre vraiment efficace. La qualité est au rendez-vous, la solidité est au rendez-vous, puis la rapidité est au rendez-vous aussi. Donc, 3 choses super importantes. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Donc, peut-être qu'il y aura d'autres vidéos ici ou dans d'autres environnements. On va voir ce que l'avenir nous réserve. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous l'avez trouvée utile. Je vais vous mettre des liens dans la description de la vidéo si vous vous intéressez à cette imprimante, si vous vous intéressez aux déshydrateurs à filament, si vous vous intéressez à la liste d'entretiens justement que j'ai suivi pour faire cette vidéo qui est sur le site de Bamboo Lab. Donc, plus d'infos dans la description de la vidéo. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo.